Bonjour à tous, merci de votre présence. Pourquoi voter ? Telle est la question que nous nous posons à l'occasion de ce jeudi théologie. À mesure que les semaines passent et que les élections approchent, cette question se fait de plus en plus pertinente pour un nombre croissant de personnes. Pourquoi aller voter ? Nous sentons la nécessité de réfléchir à la façon d'impliquer davantage les gens dans la vie politique, à résister à la tentation de s'en détourner, en particulier les jeunes, en commençant par valoriser l'exercice d'un vote libre et responsable, car l'avenir de notre démocratie en dépend. Nous verrons qu'il y a différentes manières d'entendre cette question « Pourquoi aller voter ?», et différentes réponses à y apporter. Ce qui nous permettra de conclure que l'exercice d'une citoyenneté heureuse exige non seulement de répondre aux convocations électorales en prenant part au vote, mais d'accompagner le vote d'un engagement personnel à plusieurs niveaux. Il y a plus de 2000 ans, le grand orateur Périclès soulignait déjà l'importance de la participation de l'ensemble des citoyens à une démocratie. Nous considérons qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile, disait-il. Je souhaite donc que chacun ici, chrétien ou non, puisse repartir avec un sens renouvelé de sa responsabilité individuelle dans l'avenir de notre pays et se réjouisse de pouvoir prendre part aux prochaines élections. Le sous-titre de notre propos serait alors, comme une réponse à la question « Pourquoi voter ?», la réponse serait « Pour témoigner de l'engagement citoyen ». Le Collège des Bernardins s'offre comme un espace de dialogue avec tous sur les questions contemporaines. Il réfléchit aux interactions entre la vie spirituelle, individuelle, et la vie de la société à la lumière du Christ ressuscité. Ainsi, il est important de pouvoir redire ici qu'une personne de confession chrétienne témoignera de son identité de baptisé au service de ses concitoyens en exerçant son droit de vote avec maturité et réflexion. Ce n'est pas parce qu'une élection concerne la vie civile qu'elle n'a pas pour un croyant une très profonde résonance spirituelle. Sans être dupe des limites que peut connaître un système politique, fût-il démocratique, il faut dire que voter n'est non seulement pas contradictoire avec l'éthique chrétienne, mais que celle-ci suppose la participation pleine et entière d'un citoyen animé par l'Esprit Saint. Rappelons encore, en conclusion de cette introduction, la tonalité résolument positive des positions de l'Église sur le sujet qui nous occupe. L'Église reconnaît à la politique de nobles missions. Viser le bien commun, orienter les énergies, faire respecter la dignité de l'homme, contrôler l'économie, assurer pacifiquement le remplacement des dirigeants, protéger les libertés, réduire les injustices. La voie était étroite. En effet, le pape Pie XII n'a admis qu'en décembre 1944, dans un message de Noël radiodiffusé, que la démocratie jusqu'alors honnie était une forme de gouvernement qui apparaissait à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même. En tout cela, la politique est une voie institutionnelle de la charité, selon la belle formule de Benoît XVI. Il est donc un devoir de prendre soin des modes d'expression de la vie politique. L'engagement politique est une authentique expression de la charité dans la mesure où le service du bien commun est son principe, où le respect du pluralisme est son moyen et où le respect d'une éthique de l'engagement inspire sa mise en œuvre concrète. Dans la lettre encyclique Centesimus Annus, Jean-Paul II, en 1991, écrivait « L'Église apprécie le système démocratique comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun. » Je vous propose dans un premier temps de nous redire qui vote, pour ensuite voir l'actualité de la question dans notre contexte électoral. Pourquoi voter ? Et enfin de rappeler quelques principes essentiels qui doivent accompagner le vote. Et d'abord, qui vote ? C'est-à-dire quelles sont les conditions requises pour voter et à quelles conditions le vote démocratique est-il respecté ?
Selon l'article 3 de la Constitution, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Les conditions pour voter sont les suivantes. Disposer de la nationalité française, le droit de vote demeure lié en France à la nationalité. Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne résidant en France ont toutefois droit de vote pour les élections municipales et européennes. Il faut être majeur. L'âge de la majorité est fixé à 18 ans depuis 1974. Il faut jouir de ses droits civils et politiques. Il faut enfin être inscrit sur les listes électorales. Le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis 1962, c'est-à-dire choisi directement, sans intermédiaire, par tous les Français. Ce mode de scrutin n'est pas répandu dans tous les pays. Ainsi, aux États-Unis, dont nous venons d'assister à l'élection d'un nouveau président, ce dernier est élu au suffrage universel indirect. Les Américains votent pour de grands électeurs, des personnalités politiques de leur région. Ensuite, ces grands électeurs votent pour élire le président. En France, le suffrage universel direct ne s'est pas installé en un jour. Avant 1848, l'État estimait qu'il fallait avoir reçu une éducation suffisante pour être en mesure de bien choisir et de voter. C'était le suffrage censitaire du nom de l'impôt cens que payaient les citoyens. Les femmes, quant à elles, n'ont eu le droit de vote qu'en 1944. Démocratie vient du mot grec démos, qui signifie le peuple, et kratos, qui signifie le pouvoir. C'est un système politique hérité de la Grèce antique. La démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple, c'est au peuple de décider. La démocratie suppose le vote, la pluralité et la liberté. Les citoyens votent pour élire des personnes qui vont les représenter. Ce sont les élus du peuple. Le président, les députés ou les maires sont élus à la majorité pour représenter les intérêts de toute la collectivité. C'est grâce au vote que chacun peut donner son avis sur la vie en collectivité. C'est pour cette raison que le vote est le fondement même de la démocratie. Un autre fondement de la démocratie est la pluralité des opinions. Il est très important qu'il y ait plusieurs offres politiques portées par des partis politiques qui expriment des idées différentes. S'il n'y avait qu'un seul parti et un seul candidat aux élections, cela ne servirait à rien d'aller voter. Ce ne serait plus une démocratie. Le vote doit encore être libre, c'est-à-dire que l'électeur a la liberté de voter pour le candidat qui lui plaît. C'est pourquoi le vote se fait à bulletin secret. Venons-en à notre deuxième point, l'actualité de la question dans notre contexte électoral. Pourquoi voter ? Si la question se pose aujourd'hui, c'est sans doute que la réponse n'est plus évidente. La question peut s'entendre de deux façons, en interrogeant le principe du vote en général ou en interrogeant le contexte du vote aujourd'hui. Interroger le principe du vote permet de rendre compte des fondements du vote, des raisons pour lesquelles il faut voter. Nous venons de le dire, nous votons parce que nous héritons d'un système électoral, d'une organisation que nous n'avons pas déterminée, que d'autres ont mis en place. Commençons par exprimer notre dette de reconnaissance pour ce système qui a permis d'accorder le droit de vote à tous les citoyens, ce qui ne fut pas chose facile. Interroger le contexte actuel à présent permet de faire droit aux hésitations qu'éprouvent certaines personnes sur l'utilité du vote. Mais pourquoi aller voter ? Il est beaucoup question aujourd'hui de crise de la politique, et plus spécifiquement de crise de la démocratie. En écho aux nombreuses critiques de la classe politique, les observateurs s'inquiètent de la montée de l'abstention et des votes protestataires. Dans notre démocratie, l'exercice du pouvoir politique est fragilisé. Il ressemble à un homme dont les 5 sens sont affaiblis. Il manque d'écoute, de vision, de tact, de souffle. La vie politique est rendue difficile par l'impossibilité de prévoir à 6 mois le visage d'un monde multipolaire, par la dégradation de la confiance face à laquelle les efforts de transparence restent vains et nourrissent la logique du procès d'intention, par des mandats si courts alors que les actions requises ne montrent leurs effets que sur le long terme, réduisant l'action politique à séduire dans un temps court, par le pouvoir exorbitant et aveuglant de la communication, enfin, par la disparition du triptyque magique de la démocratie libérale que sont les droits de l'homme, les élections libres,
et un gouvernement sous le contrôle des élus. Aujourd'hui concurrencé par l'autoritarisme politique que nous voyons en Chine, en Russie, en Turquie, jugé par certains plus rassurant. C'est donc que la pertinence du vote s'efface devant un état des lieux jugé tellement dégradé qu'il faudrait renoncer à prétendre que le vote puisse le changer. Le dépit engloutit l'envie. L'efficacité du vote s'épuise devant des mécanismes jugés trop verrouillés. Que voulez-vous? C'est ainsi. La résignation nourrit l'abstention. Notre question, pourquoi voter, à quoi bon voter, traduit une réelle fatigue démocratique. Elle exprime ce qui est la plus grande crainte, le désengagement citoyen. On le déplore et on le justifie souvent du fait de l'offre de choix perçue comme décevante. C'est l'offre politique qui démotiverait et dissuaderait d'aller voter. L'impression de pauvreté des programmes et de faible hauteur de vue engendre ce que l'on appelle aujourd'hui la crise de la représentativité. Nous observons qu'un glissement est en train de s'opérer d'une politique des programmes vers une politique des personnes. Et un cercle vicieux semble s'enclencher lorsque les personnes jouent des personnages de télé-réalité et prolongent le glissement d'une politique des personnes vers une politique de l'abstention. Dans certains pays, voter est obligatoire. C'est le cas de la Belgique ou du Brésil. La question de l'obligation revient de façon récurrente, mais elle ne constitue pas une réponse adéquate, à mon sens, à une prise de conscience d'une responsabilité. Rendu obligatoire, le vote serait motivé par la peur d'une transgression de la loi et non plus par une éthique de responsabilité des citoyens. S'il venait à se défausser et faisait défection le jour d'un vote, ces citoyens ne seraient jugés qu'en conscience devant leurs concitoyens et devant Dieu et non mis à l'amende. Comment remédier au défaitisme qui se serait emparé d'une partie de nos concitoyens qui renonceraient à aller voter parce que, selon eux, voter ne servirait de rien? Ces électeurs sont découragés par une classe politique qui ne se soucie pas des préoccupations qui les touchent. Mais cette idée leur est abondamment proposée par des informations qu'ils reçoivent à travers les médias. Les moyens de communication, comme le rappelait le pape François en décembre dernier, ont une très grande responsabilité. Ils ont entre leurs mains la possibilité et la capacité de former une opinion. Hélas, ils ne traitent souvent que des actions négatives des politiciens, les scandales par exemple, et ne parlent pas du travail quotidien qu'ils réalisent ou n'en parlent que trop peu. Les électeurs devraient rester en alerte dès qu'il s'agit de calomnier un candidat, d'exhumer le passé, de tronquer l'information et de se complaire dans de mauvaises nouvelles. Puisqu'ils façonnent l'opinion et peuvent orienter les électeurs, les médias, et nous-mêmes parfois, qui relayons ces mêmes informations, seraient bien inspirés de faire nôtre la devise de Lacordaire en 1841 « Je dirai le mal comme je dirai le bien. Je blâmerai comme j'ai loué. » Toujours sans exagération, mais toujours avec énergie. Il faudrait donc dépasser cette impression selon laquelle le vote n'aurait pas d'incidence réelle. Pire, que le système politique neutralise l'expression des voix. Il faut ici nous guérir d'une illusion. Si nous nous plaignons d'être mal représentés, il faut se garder de croire que l'on puisse jamais être parfaitement représenté. Il faut accepter une représentativité relative d'un président. Et si l'on voulait qu'il soit absolument représentatif, ce serait s'orienter vers ce que l'historien Pierre Rosanvallon appelle l'homme-peuple et qu'il qualifie de perversion de la représentativité. La démocratie, dit-il, a longtemps été liée à un culte de l'impersonnalité, dans la mesure où la loi était plus importante. Être simplement gouverné par la loi, c'était la vision des révolutionnaires français. L'exécutif n'avait qu'une mission technique. Mais il est devenu un pouvoir central. Et c'est lui qu'il s'agit aujourd'hui de faire rentrer en démocratie. Fin de citation.
Les votants doivent se garder également d'une conception archaïque du pouvoir conféré à un élu comme une propriété personnelle de ceux qui exercent ce pouvoir. La délégation du pouvoir est hélas encore trop perçue comme une perte de pouvoir au profit de ceux qui décideront pour vous. Une maturité citoyenne exige de retirer les personnes du pouvoir lorsqu'elles renoncent à remettre leur mandat en jeu dans de nouvelles élections ou lorsqu'il est manifeste que de graves déviances ont cours, comme la manutention des esprits ou l'élimination des adversaires. Nous entendons ici l'adage célèbre « Si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Notre système politique fait qu'entre les personnes représentées et les représentants se trouvent des corps intermédiaires de la vie politique que l'on appelle les partis politiques. Un parti politique est un groupe de citoyens unis par des convictions communes qui essayent de les faire émerger dans la sphère publique. Aujourd'hui, lit encore l'historien Pierre Rosanvallon, un parti politique n'est plus un organe qui représente la société auprès des pouvoirs, c'est à l'inverse devenu un relais des pouvoirs vers la société. De là vient la lassitude à l'égard des partis qui semblent des machines à conserver le pouvoir. Il est donc nécessaire de nous demander aujourd'hui jusqu'où les partis politiques se sont enfermés dans une quête de pouvoir sans plus parvenir à transformer, rénover et purifier l'exercice même du pouvoir. De là vient que nous voyons apparaître des formes nouvelles d'organisation militante qui se démarquent des partis traditionnels appelés de façon péjorative le système et qui se veulent des organisations du bon gouvernement. La raison de voter est donc plus profonde qu'il n'y paraît. Le vote vise non seulement un candidat, bien sûr, mais encore un programme, un parti ou un mouvement, et pour finir, une certaine idée de ce qu'est une bonne gouvernance. Précisons encore notre réflexion sur le problème de l'offre politique. La désaffection pour le vote traduit un refus de confier notre destin à des professionnels de la politique, désormais sans contrôle et de plus en plus incapables de se hisser à la hauteur des problèmes à résoudre. Dans tant de pays démocratiques, une caste particulière s'est ainsi développée, croisement curieux de fonctionnaires et de politiciens se détachant peu à peu de la population. Je note ici que la classe politique n'a pas su résister, elle non plus, au raz-de-marée nihiliste des années 70-2000. Soumise au pouvoir séduisant des technosciences, la politique est captive d'une idéologie du progrès, des forces du progrès. La nature de l'homme et sa dignité, sa vocation divine et sa dimension sociale de personne sont sortis du champ de la pensée politique. Si, comme le dit l'historien Philippe Portier, les temps modernes expriment le primat de l'homme sur la nature et son auteur, alors oui, notre univers politique fait bien écho à cette mainmise de l'homme par l'homme et évacue la double transcendance de l'homme, l'amour dans son cœur et sa dimension spirituelle, l'ouvrant à sa destinée éternelle. Philippe Portier explique que nous sommes passés d'une conception verticale de la relation à Dieu, médiatisée par le souverain, l'élu, oint du sceau divin, par un sacre, à une conception très horizontale, née d'une nouvelle philosophie héritée des Lumières, une conception nouvelle du sujet. Alors que l'homme était une créature soumise à l'ordre de la Providence, il est désormais l'auteur de ses propres jours, comme le dit Shakespeare, un Dieu pour lui-même, dit le philosophe Thomas Hobbes. Le sujet devient son propre souverain. Ce n'est plus de Dieu d'en haut que procède le pouvoir, mais d'en bas, des hommes eux-mêmes, en quête non de salut, mais de bonheur sur terre. Fin de citation. Si aujourd'hui, notre ordre démocratique entend garantir un cadre de vie propice au bonheur des citoyens, il demeure impuissant à énoncer la signification et la finalité de chaque existence. Les principes de notre devise républicaine que nous avons eu l'occasion d'écouter dans les derniers jeudis théologie, la liberté des citoyens, leur égalité devant la loi et la fraternité comme cadre de vie, doivent sans cesse être repensés comme des moyens en vue d'une fin, l'accomplissement de l'homme, et non comme une fin en soi. Ainsi, la vie politique s'appauvrit lorsqu'elle se coupe de ses racines spirituelles et philosophiques. La crise de la vie politique est ainsi la traduction dans les urnes de la crise de la représentation anthropologique que traverse notre société.
nous ne voulons plus élire des hommes qui ne savent pas ce qu'est un homme. Au risque de noircir le tableau, je pourrais relever avec certains observateurs que la classe politique, lorsqu'elle est désorientée, lorsqu'elle a perdu son orient qui est la dignité de la personne et l'unité de la société, crée des problèmes au lieu d'en résoudre. Ainsi, l'école et la famille, depuis des décennies, furent peu à peu privées de leurs responsabilités, tandis que l'État s'arroge le droit de définir la vérité quant à la conception d'un enfant pour mieux cacher son impuissance à relever les autres défis. Alors, loin de céder au découragement, c'est pour répondre à ces défis que le vote de chaque citoyen compte. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des commentateurs de l'histoire. Nous pouvons la faire et nous devons la faire. Encouragés par le pape Benoît XVI, nous savons qu'en ce qui concerne l'Église catholique, l'objet principal de ses interventions dans le débat public, cela porte sur la protection et la promotion de la dignité de la personne, et elle accorde donc volontairement une attention particulière à certains principes, tels que la protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille, la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Voter sert aussi à protéger nos libertés. Une société démocratique ne peut survivre que si les citoyens qui la composent considèrent le processus politique comme un devoir et une responsabilité. Si voter est un droit, comme nous venons de le voir, il faut maintenant nous convaincre que voter est aussi un devoir. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair sur ce point. Au numéro 2240, la soumission à l'autorité et la corresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement de l'impôt, l'exercice du droit de vote, la défense du pays. Le défaitisme ambiant n'est donc pas une raison pour ne pas agir, surtout s'il s'agit de combats qui touchent à la dignité humaine, à la nature, à Dieu. Rappelons qu'un chrétien est d'abord un baptisé et qu'un baptisé se laisse inspirer par l'action de l'Esprit Saint. L'engagement des chrétiens dans la cité, dans la vie politique, ne vise pas à remporter des victoires terrestres, mais à révéler le Christ qui vient. Il est en sa personne le principe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il est le gage de l'unité des hommes entre eux et avec Dieu. De ce que nous avons dit jusque-là, nous pouvons répondre, nous votons parce que notre système démocratique l'exige et parce qu'il en va de questions essentielles qui trouvent leur réponse par l'effet du vote pour les personnes qui les portent. Je voudrais à présent rappeler que l'exercice du vote suppose d'être accompagné par un engagement personnel du votant, au moins à 3 niveaux: la prière, l'engagement, la confiance. La confiance tout d'abord. Il s'agit de reprendre conscience de la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons au regard de l'histoire. Les élections libres et démocratiques, si l'on peut critiquer l'offre politique, le modèle politique par lequel la responsabilité de chaque citoyen est engagée en ayant un droit de vote ne souffre d'aucune critique. Si les taux de participation aux différents votes devaient être de plus en plus bas, cela traduirait une anémie du corps social, une perte de confiance en lui-même. La liberté de voter ne se troque pas contre un facile dédain ou un mépris de mauvaise aloi. Voter ne ressort pas d'une mécanique, c'est une réalité humaine. Elle est enveloppée dans une réalité invisible qui s'appelle la confiance. Aller voter est l'expression positive d'une confiance. C'est aussi l'assurance faite à la nation d'un engagement personnel à œuvrer en vue du bien commun. Intéressons-nous à présent à l'engagement. La prise de hauteur et le recul nécessaires pour relativiser les effets tangibles d'une élection présidentielle puis législative. Illusion de croire que tout sera réglé dès que les urnes auront parlé. Certes, le moment est important, mais il ne faut pas céder à la surenchère médiatique toujours éruptive qui laisse un auditoire traumatisé. La question essentielle n'est pas tant qui sera président, mais que ferons-nous lorsque nous aurons un président ? Le philosophe Jean-Luc Marion, s'adressant à des parlementaires réunis au service pastoral d'études politiques, leur suggérait qu'en toute logique, le prochain président devrait être élu sur 3 critères, qui sont 3 paroles de vérité. Voici la première. Il dirait « Voici la nature de nos problèmes, sans rien occulter de leur gravité. » Voici la seconde. Peut-être que nous allons parvenir à les résoudre, mais rien n'est sûr. Et la troisième serait « Et cela ne dépend pas de moi. »
Sous-entendu, cela dépend de vous, donc de chacun d'entre vous, dans la part qu'il prendra à leur résolution. Naturellement, un tel candidat aurait peu de chances d'être élu, tant nous attendons souvent trop, et donc tout de nos élus. Telle est la vertu de l'engagement. Si la vérité de la cause défendue rend libre, elle libère aussi en nous l'énergie nécessaire pour affronter les difficultés. La prière, enfin. L'Église en appelle à la conscience de tous ceux qui disposent du droit de vote. Notre vote est un acte moral, il nous engage, il demande un discernement préalable. On ne va pas voter pour se débarrasser d'une obligation sans savoir pour qui l'on va voter. Ce ne serait ni respectueux de la personne à qui l'on donne son suffrage, ni respectueux de notre propre capacité à nous approprier l'effort de service et de don de soi des différents candidats. Nous aurons à rendre compte de nos actes. On ne vote pas avec légèreté ni emportement. Le résultat du vote ne constitue pas une attestation de probité du vainqueur. Il ne s'agit pas de canoniser un candidat par son vote, mais de choisir entre des candidats celui qui recevra l'autorité de gouverner. L'avenir n'est pas écrit et l'histoire est ouverte à l'intervention du Seigneur. C'est pourquoi il faut prier. Edith Stein disait que l'avenir du monde se décide dans la prière. Il faut rendre à Dieu ce qui lui appartient et donc prier pour ceux qui nous gouvernent, car ils appartiennent à Dieu. Le vote d'une personne baptisée serait incomplet s'il ne s'accompagnait pas d'une prière constante pour ceux qui ont besoin de grâce pour exercer leur mandat. Je vous encourage donc à voter et à prier pour ceux pour qui vous voterez, à prier pour ceux qui devront assumer le poids d'un mandat. Concluons à présent. En consacrant un jeudi théologie à cette question du vote, le Collège des Bernardins se soucie d'un événement politique de première importance pour notre pays. Il est aussi un événement spirituel. Voter pour la personne dont la parole renvoie au réel et qui est exempte de calculs politiques, car la démocratie ne peut se dissoudre dans le marketing. Voter pour celui qui est animé par des perspectives de long terme et prier afin que le Seigneur inspire ceux qui auront la lourde tâche de présider aux destinées de notre pays. Et je termine en laissant la parole au pape François dans Evangelium Gaudium. Je demande à Dieu, dit le pape, que s'accroisse le nombre d'hommes politiques capables d'entrer dans un authentique dialogue qui s'oriente efficacement pour soigner les racines profondes et non l'apparence des maux de notre monde. La politique, tant dénigrée, est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. Et pourquoi ne pas recourir à Dieu afin qu'il inspire leurs plans ? Je suis convaincu qu'à partir d'une ouverture à la transcendance, pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique qui aiderait à dépasser la dichotomie absolue entre économie et bien commun social. Je vous remercie.